Bonjour, bonjour à toutes et à chacun. Merci d'être aussi nombreux pour ce premier débat du samedi. Deux invités impressionnants, je dois le dire, aujourd'hui. Ronny Broman, qui, vous le savez, est un médecin spécialiste des maladies tropicales. C'est l'ancien président de Médecins sans frontières. C'est avec Bernard Kouchner, un des plus célèbres des French Doctors. Après de nombreuses années sur le terrain, il enseigne désormais comme professeur associé à l'Institut de sciences politiques de Paris et a signé de nombreux bouquins, en particulier Le parcours critique d'un humanitaire ou encore un que sais-je très très instructif, je vous le recommande, sur la médecine humanitaire. Mais Ronny Broman porte aussi un regard très avisé sur les grandes affaires du monde, en particulier le Proche-Orient et Israël. Il a signé notamment avec Alain Finkielkraut un essai, un livre intitulé « La discorde Israël-Palestine, les Juifs et la France ». C'est un citoyen engagé qui n'hésite pas à prendre position fermement sur les grandes questions qui agitent et qui divisent le monde. Dans son dernier livre, le Manifeste pour les Palestiniens, Ronny Broman propose de nouvelles perspectives de sortie de crise dans ce conflit israélo-palestinien, privilégiant même le droit des Palestiniens à une solution à deux États. C'est un homme dans l'action de son temps, un acteur des idées qui mène le monde, que nous allons accueillir dans quelques secondes, avec un autre invité, tout aussi impressionnant aussi par sa dimension médicale, politique et naturellement médiatique. C'est Patrick Pelloux, naturellement, médecin urgentiste, porte-parole de ses confrères hospitaliers en France. C'est une voix souvent entendue depuis une dizaine d'années, depuis qu'il est devenu célèbre en alertant sur les conséquences dramatiques de la canicule de 2003, où des milliers de personnes âgées sont mortes, notamment dans les hôpitaux. Depuis, comme un lanceur d'alerte, il a multiplié les engagements, les prises de position, en se distinguant surtout pour son implication à la défense du service public hospitalier. Il n'a cessé de plaider sa cause et de la cause de ce service public hospitalier auprès des gouvernements successifs. Il tient une chronique dans Charlie Hebdo, une chronique souvent drôle et émouvante, je le dis aussi. Il intervient comme chroniqueur plutôt sympa dans diverses émissions de télé et a publié lui aussi un certain nombre de livres, dont le dernier « On ne vit qu'une fois ». Bref, Patrick Pelloux est un personnage, une vraie personnalité, soucieuse de son indépendance et de sa liberté de parole. Nous l'accueillons avec Ronny Broman très volontiers pour cette conversation à bâton rompu. Ça va ? Oui, comme ça. Messieurs, merci. Vous êtes tous les deux des médecins humanistes. Ronny Broman peut-être plus tourné vers le monde extérieur. Patrick Pelloux, sans doute plus centré sur la société française. Mais partagez-vous pour autant la même définition de l'engagement humanitaire ? Ronny Broman. Je n'en sais rien. Peut-être qu'une fois ce débat terminé, je saurai si nous sommes d'accord sur l'essentiel, ce que je présuppose. Mais enfin, encore faut-il que le débat se déroule. Je dirais, pour introduire les choses, que c'est un engagement ambigu, l'engagement humanitaire. Le reproche qui n'est pas infondé que l'on peut adresser à l'humanitaire, c'est de s'accommoder de l'ordre existant pour le rendre plus acceptable. Donc il y a dans l'humanitaire une sorte d'assentiment à la réalité telle qu'elle se présente, une réalité dont on entend adoucir, arrondir un peu les bords trop tranchants. C'est l'un des reproches classiques que l'on fait à l'humanitaire et qui n'est pas infondé. Mais l'humanitaire est aussi, dans son origine, dans son histoire, un mouvement qui a bouleversé des choses, des ordres établis. Et disons le réformisme social, la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre l'esclavage, qui ont été les grandes causes humanitaires du 19e siècle, c'est-à-dire la période de naissance de ce qu'on appelle l'humanitaire moderne. Tout cela représente aussi des événements qui ont changé un peu le profil. Donc on est en permanence
entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'engagement humanitaire? Ça reste un flou et finalement, je pense qu'il faut le conserver, ce flou. Il ne faut pas que ce soit une sorte de rail dans lequel on est embarqué. Ce non-cadre-là vous convient-il aussi, Patrick Pelloux? Le non-cadre est un cadre, je suis d'accord. Il n'y a pas de... L'action humanitaire, oui, c'est pas comme vient de dire Ronnie, c'est pas limité simplement à des actions qui seraient des actions événementielles en quelque sorte pour aller aider des pays qui seraient touchés par telle ou telle catastrophe. On fait de l'action humanitaire en France et on fait de l'action humanitaire pour tout un chacun. Ça commence sur le trottoir des rues, ça commence, et puis il n'y a pas que les médecins, vous pouvez prendre tous ceux qui ont des métiers dans le sanitaire et le social à l'heure actuelle, et avec la crise sociale qu'il y a, l'action humanitaire, vous l'avez au coin de chez vous, quoi. Alors, et c'est pas... par rapport à ce que tu viens de dire, fort justement, à l'heure actuelle, probablement qu'être humaniste, c'est aussi s'engager et savoir dire non et savoir se mettre debout quand vous avez la badine économique qui oublie que vous avez des femmes et des hommes qui souffrent de sanctions économiques. Et je crois qu'en effet, rester debout et droit par rapport à nos convictions et d'aider l'humain, c'est vraiment, ça fait partie de ce cadre qui n'en est pas un, en fait. Alors c'est difficile, une fois que vous venez de dire ça, de parler du bonheur, mais malgré tout, quelle perception, Ronnie Broman, avez-vous dans ce monde où l'urgence humanitaire n'a cessé de croître au fil des décennies? Quelle perception avez-vous du bonheur? C'est une question un peu étrange lorsqu'on la pose d'une part à un médecin, d'autre part à un acteur de l'humanitaire, parce que dans les deux cas, notre vie, y compris dans ses aspects matériels, la manière dont on la gagne, sa vie, si on peut dire, notre vie se déduit du malheur du monde, de la souffrance des hommes. Justement. Alors il y a quelque chose d'un peu, c'est anachronique, d'un peu embêtant, d'un peu embarrassant. Alors moi je déplacerais légèrement le curseur. Je dirais que moi, mon travail de médecin, je ne suis plus praticien. Je l'ai été pendant, comme vous l'avez rappelé, pendant un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années en gros. Mais ensuite, j'ai plutôt pris des responsabilités d'ordre organisationnel et politique plutôt que médical direct. Et dans ce domaine, c'est, disons, le plaisir de l'action publique qui m'a animé, le fait de pouvoir agir, de pouvoir, à la suite de l'analyse d'une situation, déterminer quelles sont les priorités et les manières de les mettre en œuvre. Voilà qui est une sorte de plaisir. Alors, c'est le plaisir de l'action publique. Est-ce que le bonheur est un plaisir continué? Est-ce que c'est l'intensité dans le temps du sentiment de plaisir que l'on appelle le bonheur? Ça, peut-être que ce sont les philosophes qui pourraient répondre à cette question. Mais disons que c'est la manière dont moi je le conçois. Donc oui, cette activité-là, bien qu'elle se déroule dans des catastrophes naturelles, des épidémies, des guerres, des zones d'extrême pauvreté, elle peut apporter en effet un plaisir, un certain bonheur, qui n'est pas le plaisir de voir les autres souffrir, mais le plaisir de l'action en vue de cette réduction de la souffrance. Bien sûr. Patrick Pelloux, vous aussi, vous pratiquez depuis 20 ans la médecine d'urgence, là où s'expriment les souffrances, l'angoisse, la détresse des gens. Moi, je suis spécialiste en malheur, en fait. Oui, voilà. bah oui, c'est ça. Créer du bonheur dans le malheur, c'est un peu, voilà, c'est pas simple, mais bon. Vous côtoyez ce malheur-là, le malheur des gens comme nous, comme vous et moi. Voilà. Alors, à quel moment, comment vous définiriez-vous le bonheur que vous pouvez malheureusement pas constater tous les jours? Alors, je savais pas qu'il y avait question de philo à peau, mais... non, mais quand on vient pour parler du bonheur, forcément, on s'attend. Non, d'abord, le bonheur d'être là, parce que c'est une super idée d'avoir fait cette réunion. Moi, je crois d'abord, dans la définition, quelque part, on nous a menti parce que, et pour reprendre Alain ou Pascal, je ne sais plus lequel, a dit que le bonheur était un travail, et c'est un travail, c'est difficile d'atteindre le bonheur. C'est pas quelque chose de continu en plus. C'est quelque chose comme ça qui se présente, qui est très fugace, qui vient et qui repart. Il faut l'entretenir.
peut prendre plein d'exemples, même de nos vies personnelles ou de nos vies professionnelles ou sociales. C'est quelque chose de très compliqué. Oui, par mon métier et par le métier que pratiquent les urgentistes, on arrive dans des fractures du temps, dans des fractures qui font que d'un coup la vie s'arrête ou semble s'arrêter, où il se passe un événement X qui fait que ça bascule. Alors nous, on essaye d'amoindrir un peu la vitesse du virage, d'essayer d'empêcher la mort, mais c'est quelque chose de très compliqué à analyser. Quand vous ramenez une personne en détresse à la vie, oui, vous éprouvez là, ne fût-ce que quelques secondes, un vrai sentiment de bonheur? Non, on ne fait pas yes, non. Non, ça c'est dans les films en fait. Encore que dans vos chroniques récentes, oui, on ne vit qu'une fois, oui, vous évoquez quand même quelques... Non, il y a des satisfactions, mais en fait on est tellement concentré, mais Ronnie pourrait vous le dire, vous êtes tellement concentré sur le cas clinique et sur le malade, pas sur ce qui entoure, vous êtes dans une très grande concentration. On ne sait pas en fait ce qui se passe, ça va tellement vite. Nous, c'est généralement des prises en charge qui sont en quelques minutes, donc on ne réfléchit pas. On sait qu'on doit le faire, on sait qu'on doit ramener une personne à la vie, on sait qu'on... c'est des choses auxquelles on réfléchit pas trop, et heureusement, parce que si on commence à réfléchir, comme la semaine dernière où on a mis au monde un enfant dans une ambulance du SAMU sur le périphérique à 50 km/h dans l'embouteillage, si on commence à réfléchir à ça, on n'y arrive pas, on arrête. Donc en fait, on n'a pas de cerveau en médecine d'urgence, on est dans l'automatisme, tu vois. Voilà. Ronnie Broman, l'engagement humanitaire dont vous êtes, ne vous en déplaise, une des figures, attire-t-il aujourd'hui toujours autant de monde, ou est-il concurrencé par d'autres engagements? Je pense notamment aux engagements environnementaux d'un certain nombre de jeunes, voire d'autres engagements dont on pourrait évoquer qui ne sont pas forcément les plus pacifistes. Je ne sais pas trop, je n'ai pas d'instrument de mesure, mais intuitivement, si j'en juge par les étudiants qui passent des diplômes les préparant à l'action humanitaire dans son sens large, si j'en juge par les candidatures spontanées qui se présentent à Médecins sans frontières, parce que c'est là mon poste d'observation, je ne connais pas bien les autres ONG, il me semble que c'est un engouement qui ne se dément pas, qui persiste et qui est aussi fort maintenant qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Oui. Dans une de vos chroniques du livre que j'ai sous les yeux, là, On ne vit qu'une fois, ouais, Patrick Pelloux, vous écrivez « Comment pouvons-nous aider la société qui oublie d'aider toutes les formes de misère qu'elle engendre ?» Alors, c'est une jolie phrase, mais bon... C'est une jolie phrase. Mais ça veut dire quoi? Quelle est votre réponse? Parce que si vous posez la question, vous avez... Ça veut dire qu'il ne faut pas tellement attendre des autres ou des systèmes. Pour faire une digression d'ailleurs de ce qu'avait dit Kennedy et ce qu'a repris Obama dans Yes Weekend, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas attendre de savoir ce que l'État peut faire pour vous, mais savoir ce que vous pouvez faire pour l'État, parce que l'État, c'est pas simplement deux grandes écoles qui se disputent les pouvoirs. Enfin, c'est une erreur de croire ça, même si c'est un peu ça. C'est une erreur, il ne faut pas que ça se passe comme ça. L'État, c'est nous. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, aider les autres et progresser. Pour revenir à ce que disait Ronnie, c'est vrai que, par exemple, il y a quelque chose de très optimiste, c'est qu'encore à l'heure actuelle, les étudiants en médecine qui rentrent dans les facs, ils sont portés par les idées que tu as conduites avec Médecins sans frontières. Il y en a beaucoup, je pense, à mon avis, je ne me trompe pas en disant que les 2/3, ils ont dans la tête quelque part d'aller et de conduire une action humanitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en plus une évolution derrière cela, c'est qu'ils savent pertinemment que l'action humanitaire, maintenant, ce n'est plus reproduire l'image des années 70. Ils savent que conduire l'action humanitaire, c'est respecter finalement des formes d'organisation sanitaire et sociale qui ont été construites dans des pays, et c'est aussi aider en France ce qui se passe. Vous avez beaucoup d'étudiants en médecine, par exemple, qui vont au Resto du Cœur régulièrement ou qui montent des consultations. Moi, je suis parrain cette année de
de la collecte du secours populaire, vous avez plein, même alors des jeunes, mais aussi des médecins retraités ou des infirmiers retraités ou des assistantes sociales retraitées qui vont participer pour entraider. Nous avons un pays, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est peut-être une bulle de bonheur, et c'est pas du tout niais, nous avons un pays qui reste profondément solidaire. Nous avons un pays qui porte encore des valeurs qui sont humanistes et qui sont des valeurs d'entraide. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Mais pour autant, on constate que c'est un pays qui ne qui se réveille pas tous les matins avec une sorte de joie de vivre, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, mais parce qu'on est des gueulards. La France est un pays de gueulards, donc voilà. Donc on gueule quand on nous marche sur le pied, et là en ce moment on nous marche un peu trop souvent sur le pied. Donc voilà, évidemment ça fait des années que ça dure avec cette putain de crise, mais nous avons un pays qui reste avec des grandes valeurs. Je vous assure, j'en suis convaincu. Les Français ont un cœur grand comme ça, ils ne rentrent pas assez suffisamment dans la France d'ailleurs, mais c'est un pays qui est extrêmement humain, qui aide, qui ne sait pas forcément comment se dépêtrer de tout ça, mais alors ça paraît impalpable, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir l'égoïsme, mais parce qu'on est dans une évolution de la civilisation comme jamais on a eu, l'espérance de vie, tout ce qui a été construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les statuts sociaux et les bases sociales qui avaient été construites, ignoraient qu'on allait avoir une espérance de vie qui ne va pas tarder dans les années qui viennent à dépasser 100 ans. Ça veut dire que ça change des règles. Ça change des règles. Comment on va vivre avec les autres, comment on va s'intégrer à la société. C'est ça qui porte quelque chose. Ce souffle humaniste de la France, vous le ressentez aussi, vous, Ronnie Broman, et vous l'imaginez se développer sous quelle forme, autrement, de la médecine humanitaire? Je vois que toutes sortes de formes de générosité, d'appétit pour les autres dans leur vie, dans leur pensée, existent. Je ne sais pas si c'est un mouvement dominant, je ne sais pas comment il se traduit au quotidien, mais je le vois. Par exemple, sans aller directement à l'humanitaire, à la solidarité en acte, j'ai eu l'occasion de participer de temps en temps à des réunions comme celle-ci où l'on brasse des idées, où l'on cherche à déchiffrer un peu le monde, la complexité, et je constate que ça fait salle pleine à chaque fois. Donc cet appétit pour les idées, pour la compréhension, il procède, à mon avis, de la même démarche que de l'appétit pour le lien avec les autres, la capacité de compatir, d'aider, etc. Donc oui, cela existe. On voit aussi qu'il y a des forces contraires. On voit qu'elles ne sont pas seules. Ce n'est pas le seul appétit qui nous envahit. Donc je ne sais pas, là aussi je crois qu'on est dans une période d'incertitude. J'espère que ce sont ces forces-là qui vont l'emporter sur les autres, mais il ne faut pas contester l'existence des autres non plus. Mais pour autant, vous n'êtes pas trop pessimiste? Ou un peu quand même? Non, je ne suis pas pessimiste. Non. Le pessimisme, ça dit plus sur vous que sur le monde. Le pessimisme, c'est un trait psychologique individuel, ça n'est pas une description du monde. Alors vous avez, Ronnie Broman, une vraie vision internationale, et notamment de tous les conflits qui se produisent au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Existe-t-il, avec l'expérience qui est la vôtre, des guerres justes? Et est-ce que les acteurs de l'humanitaire, finalement, ont-ils légitimité à souligner, à en décider? Il y a, et d'ailleurs c'est remarquable de voir à quel point c'est une notion stable dans l'histoire, il y a une définition de ce que sont les guerres justes. Elles répondent à quelques critères qui sont établis depuis depuis saint Thomas d'Aquin, donc depuis le XIIIe siècle. Le contenu de ces critères a changé, mais leur formulation, elle, est restée relativement stable. Il faut qu'elle soit décrétée par une puissance souveraine légitime. C'était le pape à un certain moment, ou le roi au nom du pape, c'est aujourd'hui le Conseil de sécurité. Il faut que la cause soit claire et droite, c'est-à-dire qu'elle ne véhicule pas d'autres arrière-pensées. Enfin, d'arrière-pensée, il faut que le but soit déterminé. Donc avant, c'était défendre la chrétienté, maintenant c'est défendre les droits de l'homme. Ou la vie, disons modification de la religion, mais stabilité quand même. Il faut que les moyens soient proportionnés, qu'on soit sûr que la guerre, l'usage de la violence
intervient en dernier recours. Donc on a épuisé toutes les possibilités existantes d'éviter la guerre. Et enfin, il faut s'assurer qu'il y ait des chances raisonnables de succès, c'est-à-dire que le résultat final soit préférable à la situation initiale. Si on arrive à déterminer des situations qui répondent à ces critères, oui, il peut exister des guerres qui sont justes parce qu'elles sont nécessaires, parce qu'elles apportent un mieux, mais il faut quand même être certain qu'il n'y a pas d'autres moyens, et ça réduit quand même considérablement le cadre des guerres justes. Et je mets de côté la légitime défense, car ça, c'est acquis, c'est une évidence. Donc ce droit à l'ingérence humanitaire, un concept développé maintenant il y a une trentaine d'années, notamment par Jean-François Revel et porté par vous ensuite, ce droit à l'ingérence, là, il est toujours d'actualité. Et puis ensuite, je demanderai à Patrick Pelloux si ce droit à l'ingérence, autant il est d'actualité sur le plan international, l'est-il aussi finalement sur le plan national, dans la société française? Moi, je pense que là, on franchit un pas que personnellement, je me refuse à franchir. Il n'y a pas de droit à l'ingérence. L'ingérence est une effraction, c'est un délit. Il y a un certain nombre de gens qui sont poursuivis pour ingérence, et on ne crée pas un droit au délit. Donc non, ça, je ne crois pas qu'il y ait, et c'est d'ailleurs un de mes désaccords permanents, consistants, difficiles avec Bernard Kouchner et le groupe des gens qui... Vous n'avez jamais été d'accord sur ce concept-là? Si, nous avons été d'accord lorsque ce concept était très vague et surtout lorsqu'il était civil et pacifique. Dans les années 80, on parlait d'ingérence pour désigner l'action, par exemple, des médecins humanitaires qui franchissaient clandestinement une frontière et allaient en Afghanistan, au Salvador, au Sri Lanka, que sais-je, pour porter des secours, même si on nous interdisait le passage de la frontière. Donc on prenait un chemin détourné. Finalement, depuis que les organisations humanitaires sont devenues plus institutionnelles... Non, c'est pas ça. On continue de faire ça. Actuellement, Médecins sans frontières est en Syrie de façon illégale. Non. C'est pas du tout ça. Non, c'est à partir du moment où, après la guerre froide, cette ingérence est habillée en kaki, où on a remplacé les instruments de soins, les seringues, les perfusions, les pansements par des hélicoptères de combat et des chars d'assaut. Lorsque donc, au nom de l'humanitaire, on a commencé à tuer plutôt qu'à sauver, là, personnellement, j'ai décroché, je me suis dressé contre cette idée. Ce concept. Le droit d'ingérence dans une société française un peu en crise, vous le professez ou au contraire vous le refusez, Patrick Pelloux? Alors, même réponse que Ronnie. En fait, il y a le droit, le droit qui est un seul, et on est tous égaux au droit. L'ingérence, c'est autre chose. Surtout au quotidien, il y en a deux. Il y a l'ingérence dans les idées, et ça fait partie du débat des intellectuels, c'est combattre des idées souvent, moi, contre la classe économique et politique qui oublie trop les conséquences de ce qu'ils font sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Là, oui, mais maintenant, si vous voulez, si je prends l'inverse, par exemple, c'est les critiques que l'on a par rapport à l'action du SAMU social. D'ailleurs, Xavier Emmanuelli a démissionné du SAMU social à cause de ça. C'est-à-dire que d'un coup, il y avait cette espèce d'ingérence de prendre de la grande pauvreté qui était sur les trottoirs de Paris et qui ne convenait pas au regard de quelques-uns, et on les mettait dans des endroits, dans des hôtels, dans des dortoirs où il y avait l'insécurité, où ils vivaient moins bien. Voilà. Alors cette ingérence-là, voilà. Et eux, du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez des tas de dortoirs et de centres d'accueil qui sont vides, parce que justement, on les a mis dans des endroits où tout seul, ça devenait vraiment épouvantable, et plus épouvantable que la rue. Bon, bah, cette ingérence-là, on revient en arrière, parce que justement, on peut pas dire à quelqu'un, bah, oui, bien sûr, c'est épouvantable, il vit dans des cartons, mais quelque part, il est inséré dans sa misère, mais quelque part, on peut commencer à travailler quelque chose. Ça, c'est ce que tous les acteurs associatifs disent, d'accord, plutôt que de venir les obliger à rentrer dans un camion et puis de dire, voilà, comme ça, on ne vous voit plus, et loin des yeux, loin du cœur, donc finalement, il n'y a plus de problème. Bon, maintenant, cette ingérence-là, à l'heure actuelle, il est clair qu'il faut qu'elle se combatte par l'exercice du droit. C'est-à-dire que d'un coup, notamment le droit à la sécurité sociale et le droit à avoir des remboursements décents quand
par exemple, des personnes âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de retraite et qui ont pas forcément ou qui n'ont pas fait les démarches qui sont extrêmement compliquées pour avoir la couverture médicale universelle ou complémentaire, et que d'un coup, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir changer leur prothèse de hanche, et donc ils boitent, et donc ils aggravent tout leur handicap. Bon, ben voilà, là, il y a une ingérence, mais qui ne doit pas se faire vis-à-vis du malade ou de sa problématique, mais du droit et de l'exercice. Moi, je revendique le fait de pouvoir peser. Voilà. Et puisque vous citiez tout à l'heure le premier drame climatique de la canicule de 2003, d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, il y a un droit d'ingérence à réveiller les ministres qui sont partis en vacances parce que vous avez la population française qui est en train de mourir. Bon, voilà. Et là, il y a une ingérence. Mais d'un coup, on s'est entendu dire, mais pourquoi vous dites ça ? Tu vois, ben ça c'est de l'ingérence nécessaire. Je pense que l'ingérence intellectuelle, elle est plus que jamais nécessaire. Mais c'est un courage, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas forcément s'engager. Ça, c'est clair. J'imagine. Ronnie Broman, vous êtes, vous l'avez dit, vous l'avez écrit il y a quelques semaines de ça, favorable aux frappes ciblées des Occidentaux en Syrie, pardon. Une telle position, finalement, est-elle logique avec votre engagement humanitaire ? Non, d'abord, c'est en Irak et non pas en Syrie. Au contraire, j'étais opposé à une intervention armée en Syrie, mais je soutiens en effet l'action armée qui menait contre l'État islamique en Irak. Et disons, pour le dire sur le mode un peu de la plaisanterie, je suis à mi-temps avec Médecins sans frontières, je suis à mi-temps à Sciences Po. Alors c'est mon mi-temps Sciences Po qui s'exprime, et non pas mon mi-temps Médecins sans frontières. Mais au-delà de cette facilité... Les deux mi-temps sont compatibles. Au-delà de cette facilité, oui, tout à fait, parce qu'en plus j'enseigne les enjeux humanitaires à Sciences Po. Donc ça n'est pas contradictoire. Non, mais ça c'était pour sourire. Ça n'est pas en tant qu'humanitaire que j'ai pris cette position. Je suis citoyen, je suis un observateur du monde, je m'intéresse aux crises et aux réponses aux crises depuis longtemps, et c'est à titre politique que je m'exprime, de même que le manifeste pour les Palestiniens que vous avez évoqué dans votre présentation n'est pas issu de mon expérience humanitaire, mais de ma réflexion. Bon, il se trouve que je suis aussi citoyen israélien et que j'ai donc une sorte de lien particulier, personnel, un peu affectif, avec la région. Mais au-delà de cela, c'est aussi en tant que citoyen qui a le droit à l'analyse politique que je m'exprime là. Donc c'est sur ce plan-là que je le fais. Il se trouve qu'il y a quelques années, là on est fin novembre, il y a exactement 3 ans, la guerre de Libye prenait fin, en plus exactement la première phase de la guerre de Libye prenait fin. Vous aviez pris position. J'avais pris position contre la guerre, et comme nous étions très peu nombreux à prendre cette position, j'apparaissais comme une sorte de pacifiste intransigeant. Je me contentais simplement d'expliquer que les raisons qui avaient amené à l'entrée en guerre contre la Libye, enfin contre le régime de Kadhafi, étaient entièrement fabriquées. C'était des mensonges propagandistes, et que si on partait d'un mensonge, on allait forcément vers la catastrophe. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais pour moi, être contre la guerre de Libye, ça ne voulait pas dire se dresser contre toute forme de violence, car défendre le régime irakien, en plus en ayant provoqué un changement dans la primature, enfin le Premier ministre est différent, et porter un coup d'arrêt à l'avancée de l'État islamique, ça me semblait être nécessaire sur le plan politique. Mais évidemment, ce ne sont pas les bombardements ou les tirs ciblés qui vont arrêter définitivement la progression de l'État islamique. C'est un ensemble de mesures politiques qui va tenter de réparer la catastrophe qui a été l'intervention américaine de 2003 en Irak, et la catastrophe qui a été le régime al-Maliki qui a suivi cette intervention. On n'oublie pas qu'on est quand même à Pau pour parler de bonheur. Luz, votre ami et dessinateur à Charlie Hebdo, dit de vous, Patrick Pelloux, que votre défaut est que vous voulez sauver tout le monde et que vous êtes triste car vous n'y arrivez pas.
Alors, ça veut dire que vous êtes plutôt pas heureux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à votre copain? Qui boit trop. Et voilà, non mais c'est vrai, c'est difficile, mais en même temps c'est un objectif pas mal, parce que ça permet toujours de rester... il faut lutter contre, quand on est médecin, il faut lutter contre un fait qui est d'être un peu blasé par ce qu'on voit, par les malheurs. On peut se dire, finalement, un malheur en change un, c'est toujours les mêmes, et puis finalement... Non, je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre un malade ou une situation, c'est un cas particulier, et ça rappelle à nouveau, et ça remet tout sur l'atelier pour essayer de les rebâtir et de les rendre plus heureux. Oui, c'est peut-être, on peut voir la médecine comme on essaye de faire du bonheur, y compris dans la fin de vie, parce que c'est un sujet extrêmement d'actualité, et de soulager les souffrances aux derniers instants, c'est aussi quelque part, c'est un peu paradoxal, parce que c'est la fin de vie, mais ça rend les gens un peu mieux. On ne va pas dire heureux, parce c'est épouvantable, et on aura tous droit à cette période-là, mais disons que de calmer les souffrances et les douleurs, c'est quelque chose d'important. Voilà. Maintenant, comment nous on le vit, on reste optimiste, oui. Il faut avoir de l'humour, parce que c'est la seule chose que le malheur ne peut pas nous piquer, c'est l'humour et le rire. Mais c'est toujours difficile, parce que quand on est médecin, on a toujours notre sac de pierres et de mauvais souvenirs dans le dos, bien sûr. Mais c'est ça qui nous fait tenir, en fait. On est des passeurs de temps, quelque part. On essaye de passer le temps du malheur au temps du bonheur, mais des fois, ça ne marche pas. C'est une jolie expression, en tous les cas. En 1981, François Mitterrand avait décrété un ministère du temps libre. Alors ensuite, il y a eu les 35 heures, etc., etc., et puis aussi beaucoup de chômage. Pensez-vous qu'il est urgent de créer aujourd'hui le ministère du bonheur? Ronnie Broman, vous accepteriez d'en être le ministre? Sûrement pas. Sûrement pas. Je me souviens d'une visite, une de mes premières visites au Nicaragua, au temps des sandinistes, et il y avait comment appelait-il ça? Ministerio de la Alegría Pública, le ministère de la joie publique. Comme on peut s'en douter, c'était le ministère de l'Intérieur. C'était le redoutable Thomas Borge qui dirigeait cela. Et non, décidément, non, ça doit rester une affaire privée. Ça doit rester. L'État ne peut pas s'ingérer dans le bonheur du peuple. Ah si, il faut qu'il trouve du travail à tout le monde, par exemple, tu vois. Améliorer la charge qu'il y a sur les impôts, enlever la loi du flot pour nous permettre de nous loger, et toc. Et donc voilà, non, le politique peut faire plein de choses pour rendre le peuple heureux. D'ailleurs, c'est peut-être son mérite, mais c'est un peu facile. Mais en même temps, il y avait une logique politique chez Mitterrand, qui d'ailleurs, soit dit en passant, avait fait la remarque à Kouchner. Tu sais ça? Parce qu'il avait dit à Kouchner l'avait vu en disant « c'est un droit, l'ingérence humanitaire est un droit ». Il lui avait dit « non, l'ingérence humanitaire est une priorité, c'est pas un droit ». Non, je pense qu'il y avait une logique derrière cette mutation. Si on fait un parallèle à l'heure actuelle, par exemple, on a une société qui est extrêmement basée sur la valeur du travail. Bon, actuellement, il y a beaucoup trop de chômage, et il y a le problème de qu'est-ce qu'on fait, puisqu'avec l'espérance de vie qui progresse considérablement, et le mieux vivre aussi, c'est quand même important, on va vivre de mieux en mieux. Je fais partie de ceux qui pensent que dans quelques années, on va trouver un traitement sur la maladie d'Alzheimer et les dégénérescences cognitives. Donc tout ça, c'est bien, mais pourquoi faire? C'est sûrement pas pour regarder TF1 tout le temps. Ça, c'est impossible. Parce que ça rend malade. Alors, très bien. Il y a des fans de France Télévisions. Et alors, donc je crois que ça c'est quelque chose. Va falloir cette conquête-là. Et il y a une autre conquête importante. Le nouveau millénaire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Malraux disait il sera religieux ou il ne sera pas, etc. Je pense que la conquête du troisième millénaire et de ce début de millénaire, c'est la ségrégation contre l'âge. C'est quelque chose qu'il va falloir combattre.
La culture des égalités du XXe siècle, ça a été bien sûr le droit des enfants, le droit des femmes, la lutte contre le racisme, etc. Tout ça, je pense que ça a quand même énormément avancé. Maintenant, ça va être la ségrégation contre l'âge, parce qu'on s'aperçoit que pour les jeunes, ils sont toujours trop jeunes jusqu'à 35 ans, puis passé 40, ils sont déjà trop vieux. Donc vous avez 5 ans où vous pouvez chercher du travail, faire votre vie, tout construire. Ça paraît difficile, ça paraît un critère trop juste. Et je pense que la lutte contre la ségrégation, contre l'âge, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir changer considérablement, parce que c'est là un facteur de rendre la société plus heureuse. C'est quelque chose qui vous préoccupe, ça, ce regard porté à cet allongement de la vie et aux conséquences sociales qu'il entraîne? Oui, je ne sais pas s'il faut considérer l'allongement de la vie comme une bonne nouvelle en soi. Je rejoins Patrick là-dessus. Tout dépend de ce que l'on va en faire. Mais il me semble que c'est plus l'intensité de la vie que la quantité de vie qui compte. Alors, est-ce qu'on va réussir à garder, à maintenir une certaine intensité de vie lorsque on dépasse des âges que je ne veux pas nommer, mais enfin qui se reculent de plus en plus? Ça, je n'en sais rien. Enfin, j'ai pas une réflexion personnelle vraiment construite là-dessus. En revanche, vous mesurez bien qu'il y a, toutes les enquêtes d'opinion le disent, un bonheur individuel qui est généralement relevé par les enquêtes, un bonheur qui n'est pas du tout collectif. Qu'est-ce qui fait que les gens se disent plutôt heureux individuellement et plutôt malheureux collectivement aujourd'hui, chez nous, et peut-être d'une façon générale, peut-être aussi dans cette vieille Europe? Je trouve que le contraste entre ces deux questions est probablement, entre ces deux réponses plutôt, est probablement la chose la plus rassurante qui existe. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce qu'on s'aperçoit que, selon les sondages, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais disons, 70% des gens s'estiment heureux dans leur vie personnelle et inquiets, et 80% s'estiment inquiets et préoccupés par l'environnement. Eh bien, je trouve que c'est une preuve à la fois de lucidité et en même temps de bien-être qui est tout à l'honneur des gens qui répondent, enfin de la collectivité nationale en l'occurrence. C'est une bonne nouvelle de s'apercevoir que malgré toute cette inquiétude, 70% des gens se considèrent quand même comme bien dans leur vie. Ça fait plaisir de voir ça. Mais lorsqu'on regarde, je ne sais pas, le recul du littoral, les problèmes de l'environnement comme il se pose dans le futur, une certaine... La chute de l'État social, de l'État-providence, les changements d'époque, il y a de quoi, en effet, être inquiet. La peur n'est pas qu'une source de panique, la peur est aussi bonne conseillère, on en a besoin pour maintenir un état de vigilance, pour progresser, pour bouger. Donc ce contraste-là me rassure, enfin, je le trouve très intéressant et très constructif. Ça vous rassure aussi, Patrick Pelloux? Ou au contraire, ça vous effraie? Non, je suis d'accord. Ça entraîne plein d'interpellations, tout ce que vient de dire Ronnie. Je vais vous prendre un exemple sur est-ce qu'il y a des grands et des petits bonheurs. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Au milieu de l'hôpital Saint-Antoine où je travaillais, il y avait un kiosquier. Ce kiosquier était tenu par 2 étudiants. Ces 2 étudiants se relayaient parce qu'ils étaient en contrat à durée déterminée pour payer leurs études. Et j'avais remarqué que les malades qui étaient dans le service de cancérologie, tous les matins, ils venaient et ils lisaient la presse. Ils lisaient la presse, ils allaient à côté où il y avait encore à l'époque, il y avait un jeune qui avait monté un truc pour vendre du café. Ils buvaient leur café. Et d'un coup, il y avait une espèce de fenêtre de tir dans la matinée avec un rituel où ils se retrouvaient tous avec les chimiothérapies comme ça. Mais il n'y avait plus rien qui existait. Ils lisaient la presse, il y en avait un qui lisait les trucs du tiercé, il y en avait un qui lisait les trucs sur la nature, l'autre évidemment des journaux d'information, et c'était une parenthèse, c'était une bulle. Ils arrivaient, malgré leur malheur et leurs soucis, à créer cette bulle. Eh bien, il y a eu la volonté de l'hôpital de resserrer l'économie, ils ont fermé le kiosquier. Et c'est épouvantable parce que d'un coup, où est-ce qu'ils allaient? Il n'y avait plus. Et on s'aperçoit qu'une des choses sur lesquelles l'économique tape en premier, c'est la culture. Or, c'est un tort. Parce que l'une des choses qui permet d'engendrer du bonheur et de réfléchir et d'amoindrir la dureté de la vie, c'est la culture. C'est les bouquins, c'est le théâtre, c'est la musique, etc. Vous pouvez toutes les décliner. Mais c'est aussi
cette culture citoyenne... Mais en revenant à la question... Mais cette culture citoyenne qu'il y a sur la proximité. Et c'est prendre le troquet d'à côté, les kiosquiers, etc. C'est ça l'enjeu. Le bonheur collectif, c'est aussi ce genre de choses. Mais le bonheur collectif, c'est là où je veux en venir, c'est que le bonheur collectif, il est sur des mesures qui font qu'on peut engendrer du bonheur individuel. C'est par exemple, quand vous entendez, à chaque fois que vous avez un café, un troquet qui ferme dans une rue, dans une ville, c'est un problème parce que justement, les conséquences collectives entraînent des difficultés individuelles. Nous recevrons ici tout à l'heure Claudia Sénic, qui est une économiste, qui vient de sortir un bouquin intitulé « L'économie du bonheur », et elle pose carrément la question, la croissance rend-elle plus heureux? Elle essaye de le démontrer dans ce bouquin. Quel regard vous portez sur l'économie qui rend heureux, la croissance qui rend plus heureux? Aucun regard, si ce n'est... si j'avais autant de succès en médecine qu'ils en ont en économie, les cimetières sont doublés, je veux dire, dans la demi-heure, c'est très clair. Vous savez, moi, je me bats actuellement contre le diktat dans les hôpitaux de l'économie, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils nous disent qu'il faut faire plus d'économies. On n'a jamais autant fermé de lits, jamais autant fermé d'hôpitaux. On recule sur le personnel. Vous prendre un chiffre. En France, vous avez 0,95 équivalent temps plein pour l'aide aux personnes âgées dépendantes. En Allemagne, mais s'il y avait davantage de croissance économique, est-ce que vous ne pensez pas que... Je ne sais même pas, puisque même quand vous avez un semblant de croissance, ils ne savent même pas quoi en faire. Donc je ne sais pas, c'est un grand mystère. Vous voyez, là, je lisais le Libération ce matin, il titre sur la chute du baril du pétrole. Bon, bah oui, alors on nous a dit que si le baril du pétrole baissait, tout s'arrangerait. Non, j'ai un regard, moi je suis simple consommateur des conséquences économiques et j'en mesure les conséquences. Je ne crois pas, je n'y crois plus. Voilà. Ronnie Broman, même regard désabusé sur l'économie? Non, pas exactement, parce que je ne crois pas qu'on puisse réduire l'économie à faire des économies. Il y a autre chose dans l'économie que cela. Il y a une forme d'analyse, un regard sur la société, une capacité à dresser des grandes tendances dont je crois on a besoin. On a besoin de la science économique pour penser le politique. Le problème est quand le politique se réduit à cela. Là, en effet, il y a un problème. Mais je crois qu'il faut tout de même accepter qu'il y a des théories économiques qui sont, disons, un peu une théorie de la psychologie collective, plus qu'une science des comportements mathématisables. Mais enfin, tout ça existe quand même. Cela étant, là où je rejoins ce que Patrick disait, c'est la croissance ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, Pompidou, à l'époque où la croissance était importante, où la croissance était à 5%, où la France était un peu le Japon de la grande époque de l'Europe, il l'avait déjà dit. Donc il n'y a rien de très révolutionnaire à voir ça. Mais bon, si la croissance ne fait pas le bonheur, l'absence de croissance peut faire le malheur. De la même façon que la politique ne peut pas faire le bonheur, mais une certaine politique peut produire du malheur. Alors c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il faut voir les choses. Vous êtes à Pau aujourd'hui pour quelques heures. Alors vous n'avez pas trop aperçu tout à l'heure la chaîne des Pyrénées. Si, vous l'avez vu. Est-ce que ça vous a donné, ne fût-ce qu'un petit instant de plaisir? Ma mère est née à Soumoulou, alors. Ah oui, alors évidemment. Évidemment. Donc, évidemment, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Je voudrais, avant de nous quitter, rappeler vos deux derniers bouquins. On ne vit qu'une fois, qui est un ensemble de chroniques commentées, finalement, par l'auteur. Il a écrit les chroniques, et puis, quelques temps plus tard, vous les commentez avec une petite phrase toujours très, très incisive, très pertinente et souvent émouvante. Je vous le conseille. Et puis, alors, un autre bouquin qui est peut-être moins drôle, mais qui est un formidable bouquin d'apprentissage. Il n'est pas nouveau, celui-là, hein, mais que sais-je sur la médecine humanitaire, je vous assure, je l'ai lu avec un grand intérêt. C'est un petit bouquin chez Que sais-je, mais il apprend beaucoup de choses sur les engagements des uns et des autres, quel engagement à l'extérieur ou à l'intérieur de notre société. Messieurs, merci de nous avoir accordé ce moment-là. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.